m'appelle Alexandre Camerlot, je suis le fondateur de Sortie de scène. Sortie de scène fête ses 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on va dans les salles de spectacle, quelles qu'elles soient, des petites salles, des grandes salles, à l'Opéra de Paris, au Point Virgule, dans des plus petits théâtres, des théâtres moyens, filmer des spectacles de tout type, de la danse, du théâtre, des one-man shows, de l'opéra, du cirque, tout ce qui se passe sur une scène. On va filmer les spectacles pour avoir des extraits à mettre entre les interviews qu'on fait des acteurs, des metteurs en scène et des acteurs du spectacle. On les interviewe à la fin du spectacle, sortie de scène, à chaud, comme on dit. On interviewe aussi les personnes du public. Et donc, l'idée de ça, c'est très simple. Moi, je suis producteur de spectacles et metteur en scène. Et je me suis dit, de quoi j'ai besoin pour donner à connaître mon spectacle en ligne. J'ai besoin que les gens sachent un peu plus sur les acteurs, sur ceux qui font le spectacle, les acteurs du spectacle, mais je dis les acteurs au sens large, le metteur en scène, le chef de projet, le chef d'orchestre quand c'est un opéra, enfin ceux qui sont sur scène ou autour et qui font que ça a lieu. Donc j'ai eu l'idée de lancer ce média pour faire découvrir le maximum de spectacles et de pas se cantonner à un type de spectacle. On sélectionne pas, en fait. On va dans toutes les salles. Et on fait tous les types de spectacles. On passe, comme je vous dis, de l'Opéra de Paris au Studio Hébertot, au Point Virgule, au Théâtre du Gymnase, vraiment dans tous les lieux. Et évidemment au Festival d'Avignon, qui est un rendez-vous immanquable du monde du spectacle, de tous les types de spectacles, du spectacle musical, du stand-up, du théâtre, etc. Donc j'ai fait ça parce que je voulais avoir une espèce un endroit où on puisse avoir un regard toujours le même. Donc c'est pour ça que c'est assez formaté, que les questions sont toujours hors champ. Il n'y a pas de piège, on ne veut pas piéger les acteurs. On leur demande de se présenter eux-mêmes, les metteurs en scène, les chefs d'orchestre, de se présenter eux-mêmes et de présenter leur spectacle, comme ils pensent que c'est bien de le présenter. Et puis ensuite, il y a toujours cette question, je dis, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez accepté? Alors évidemment, il y a des acteurs qui disent, j'ai accepté parce que j'avais besoin de cachet, forcément, mais il y a toujours un pourquoi, c'est aussi comment vous vous êtes retrouvé dans cette équipe et pourquoi vous y êtes toujours, pourquoi vous n'êtes pas parti. Donc, il parle aussi du côté humain. Et puis, on fait ce métier très difficile parce qu'il a un sens pour nous, parce que c'est un métier qui nous permet d'exprimer des choses qu'on ne peut pas, je pense, exprimer d'une autre manière. Donc, cette question, elle est intéressante. Et ensuite, je donne toujours, j'ai toujours cette question que j'ai piquée sur un autre média un peu connu d'Internet. Quel est votre conseil à la jeune génération? Et ce que j'aime avec cette question, c'est qu'en fait, les gens ne parlent pas à la jeune génération, ils se parlent à eux-mêmes. Et ils donnent un conseil qu'ils auraient aimé avoir, eux, quand ils se sont lancés dans le métier. Ils auraient aimé qu'on leur donne ce conseil. Donc, ça permet un peu de voir le parcours. Donc voilà, on a lancé ce média en janvier 2023. Et là, je commence à organiser aussi des rencontres, les rencontres sorties de scène. On a fait quelques essais à Avignon cet été. Et puis, donc là, on a ce studio dans lequel nous sommes actuellement pour interviewer à la table, en direct, où on discute et on va à la rencontre des différents acteurs. Donc voilà, pour vous parler un peu plus de moi, d'où je viens, pourquoi il y a pas mal d'opéras. Bon, je vais faire d'autres vidéos, mais je suis d'une famille d'opéra. Moi, j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. Et puis, assez rapidement, je me suis retrouvé dans un conservatoire et dans un cours de théâtre. Bien que mon père, metteur en scène et directeur d'opéra, m'avait dit de ne surtout pas faire ça. Donc, j'y suis allé. Et puis, j'ai pu l'assister à l'Opéra de Paris. Il a été l'assistant de Giorgio Strehler. Donc, mon père, c'est Humbert Camerlot, qui a été directeur d'opéra, metteur en scène, l'inventeur d'un lieu extraordinaire dans lequel j'ai eu la chance d'être élevé, qui s'appelle le Théâtre de la Pleine Lune. Et c'est un théâtre, c'est un concept unique au monde qui consiste à éclairer un spectacle avec la lumière de la pleine lune multipliée par des miroirs. Et donc je relance aussi ce projet avec Francesco Anselmo, qui est donc le directeur de notre nouveau projet du Théâtre de la Pleine Lune, qui se veut mondial, parce que la Lune tourne autour de toute la Terre. Et donc mon père a assisté Giorgio Strehler sur plusieurs spectacles, mais c'est lui qui a repris Les Noces de Figaro à l'Opéra de Paris pendant 30 ans. Et donc, quand j'étais en train de faire mes études, je l'ai assisté à l'Opéra de Paris, et puis là, j'ai appris énormément de choses, et j'ai appris d'une manière,
En fait, si on dit les chiens font pas des chats, mais c'est parce que quand je voyais mon père mettre en scène, je savais qui était le metteur en scène et qui était mon père, parce que je connais mon père. Donc, ça me permettait de discerner facilement. Parfois, quand on assiste à un metteur en scène qu'on ne connaît pas très bien, on peut se tromper, on peut penser qu'il faut s'énerver pour être metteur en scène, par exemple, ou il faut faire de telle ou telle manière, alors qu'en fait, non. Ça, c'est la personne qui met en scène qui fait de cette manière-là. Mais il y a plein de manières de mettre en scène. Donc moi, ça m'a permis de voir ce que lui faisait, et comment il le faisait, et pourquoi il le faisait. Et donc, bah, évidemment, j'ai lancé ma troupe. J'ai monté moi-même les Noces de Figaro avec des jeunes chanteurs du conservatoire qui, aujourd'hui, font quasiment tous la carrière. On pourrait citer comme ça Éléonore Pancrazi, Yann Toussaint, Roxane Chalard, qui est à l'Opéra Comique, je crois. J'ai eu tellement de jeunes chanteurs dans les troupes, je ne les connais pas tous, mais Claire Perron, on est tous amis sur Facebook et je les vois tous sortir partout. Et on a commencé avec un projet comme ça autour de mon père, comme une masterclass, où moi je m'occupais aussi un peu de mise en scène, je faisais aussi des rôles, parce que je suis aussi chanteur baryton, et c'était un petit peu la troupe dans notre lieu, le Théâtre de la Pleine Lune, dans le sud de la France, au nord de Montpellier, et là on a vraiment expérimenté. D'ailleurs, ce théâtre, mon père le voulait, un théâtre, il l'a appelé le théâtre d'esquisse de la Pleine Lune. C'était un théâtre de travail, en fait, où on expérimente des choses. Et en fait, sur scène, on expérimente des choses. C'est vrai que là, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose d'assez poétique et extraordinaire, dans beaucoup de difficultés, parce que éclairer un spectacle avec la lumière de la lune, croyez-moi, c'est très difficile. Déjà, il faut que la lune soit pleine, il faut pas qu'il y ait de nuages, il faut pas qu'il y ait de vent, il faut qu'on ait réussi à régler les miroirs correctement. En fait, on se met beaucoup de bâtons dans les roues, mais c'est vrai que quand on parvient à voir la lumière de la lune multipliée sur un visage qui dit un texte ou qui chante une chanson, il y a un côté un peu, les astres s'alignent, quoi, pour transmettre une émotion. Et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on se sent chanceux, je pense, quand on voit ça. Maintenant, sur le plan purement économique, il y avait ce grand ami de mon père qui s'appelle Hugues Gall, qui est parti l'année dernière d'ailleurs, et qui était un extraordinaire directeur. Ça a été le directeur de l'Opéra de Paris pendant 10 ans. Et il aimait évidemment beaucoup mon père et son idée, mais il disait c'est un poète. Et comment voulez-vous faire fonctionner un théâtre comme ça dans un modèle économique? C'est sûr que c'était très compliqué. Et donc mon père était un rêveur. Mais ça peut fonctionner. J'ai vu des spectacles et moi j'ai construit des collecteurs lunaires et j'ai participé à la mise en scène et la production des Noces de Figaro en 2013 et on a vu un résultat probant de l'acte 4 des Noces de Figaro qui se passe dans le jardin, éclairé par la seule lumière de la lune multipliée par des miroirs. Accompagné au piano, forcément, on n'avait pas de quoi avoir un orchestre dans la fosse, mais c'était extraordinaire. Donc voilà, moi je suis né dans une maison de fous où il a aussi organisé, accueilli la production d'une émission de télévision qui s'appelait La Nuit des Étoiles Filantes. C'était en 91, 12, 13 et 14. Ça a été lancé dans le théâtre dans lequel j'ai été élevé, le théâtre de la Pleine Lune, et c'était présenté par Laurent Chabrol, Claude Sérillon, et c'était tous les astronautes et les astronomes qui venaient parler du ciel. Et ça se passait chez moi. Donc moi, quand j'avais 7 ans, je courais, je rencontrais Michel Tonini, Jean-Pierre Aigneret, Buzz Aldrin, les astronautes, les astronomes, Hubert Reeves, et puis en même temps, il y avait des spectacles. Donc j'ai baigné dans un melting pot d'ingénierie, de sciences, d'art. Mon père avait eu l'idée et avait développé le théâtre de la Pleine Lune avec un très grand ingénieur de structure qui est très connu dans le monde de l'ingénierie, qui s'appelle Peter Rice. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé sur la pyramide du Louvre avec Pey, il a travaillé sur Beaubourg avec Piano, il a travaillé sur l'Opéra de Sydney. Enfin, c'est un des grands ingénieurs de structure qui a rendu des choses qu'on croyait impossibles, possibles. Et donc, un de ses projets les plus passionnants pour lui, c'était le théâtre de la Pleine Lune qu'il a fait avec mon père. Et donc, voilà, moi, je me suis intéressé évidemment à l'ingénierie. C'est pour ça que j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. Et puis ensuite, j'ai bifurqué assez rapidement vers les saltimbanques. J'ai commencé à prendre des cours de chant lyrique, prendre des cours de théâtre avec mon ami et maître de théâtre qui s'appelle Nita Klein,
qui est une immense tragédienne. Et donc, j'ai produit des opéras, beaucoup d'opéras d'Offenbach. Et puis, j'ai aussi mis en scène L'Enfant et les Sortilèges au théâtre du Capitole à Toulouse. C'est le premier gros projet que j'ai pu faire en tant que metteur en scène. Donc, c'était le directeur du théâtre du Capitole qui m'avait proposé, Frédéric Chambert, de faire L'Enfant et les Sortilèges en 2013. Et j'ai travaillé avec un homme formidable qui s'appelle Henri Galeron. On va faire d'ailleurs une rencontre avec Henri, forcément, avec mon ami Henri, qui est un illustrateur qui fait des dessins, je dirais, pour enfants, mais aussi pour adultes, pour ceux qui ont su rester enfants. Et ce sont des dessins extraordinaires qu'il fait, qui sont très précis. Et donc, il avait fait les décors, et on avait travaillé ensemble sur les costumes. Il avait fait les costumes, on avait travaillé ensemble sur les décors de L'Enfant et les Sortilèges. Et quand on avait rendu les planches et qu'on avait fait la remise de maquette au Théâtre du Capitole, j'avais senti que l'équipe du Capitole avait été enjouée par ce spectacle. Et donc, ils se sont donnés à fond pour faire ces costumes qui étaient vraiment difficiles à faire. Et on a fait, je pense, un très bon spectacle. Bon, évidemment, vous allez pouvoir penser que je ne suis pas objectif, mais quand même, j'ai eu des très bons retours à la fin de personnes du public que je n'avais pas enregistré à l'époque. C'est pour ça que maintenant, je me dis, il faut absolument enregistrer les gens qui ont quelque chose à dire quand ils sortent d'un spectacle. Et puis, les costumes avaient été exposés au musée du costume à Moulins. Donc, cette production existe toujours. D'ailleurs, il est question qu'elle soit reprise. On verra, peut-être dans le futur. Et puis ensuite, j'ai fait donc des spectacles d'Offenbach. J'aime beaucoup les spectacles d'Offenbach parce qu'Offenbach, il y a un côté très léger, mais en même temps, c'est un très grand compositeur qui fait de la très bonne musique. Et puis, c'est aussi politique, il y a un côté provocateur, les textes sont très bons, il travaillait avec des dialoguistes comme Halévy, comme des gens comme ça, enfin, que tout le monde connaît. Hein, quand on parle d'Offenbach, il y a plein d'aficionados qui connaissent très bien. Et donc ce que j'ai fait, c'est essayer de rendre Offenbach accessible à tous en faisant des opéras en entrée libre avec que des professionnel, tout le monde était payé, j'avais des très bons chanteurs et des bons musiciens pour accompagner, enfin des très bons musiciens, tout le monde était très bon, croyez-moi, enfin tout le monde n'était pas toujours très bon forcément, parce que sinon on ne voit pas ceux qui sont très bons, donc parfois on prenait des gens un tout petit peu moins très bons pour qu'on puisse voir ceux qui sont très bons. Non, tout ça a été très vivant et on a monté ça justement pendant 5 ans. Et on a monté donc La Chatte métamorphosée en femme, Croque-Fer ou le dernier des paladins, L'île de Tulipatan, le Voyage dans la lune, le dernier spectacle que mon père a vu d'ailleurs, et puis Pomme d'Api, enfin voilà, plein de spectacles d'Offenbach. Et l'intérêt d'Offenbach, c'est que donc il y a du théâtre, il y a de la danse. Forcément, dans Offenbach, il y a de la danse. On lève la jambe à un moment, comme dans le final d'Orphée aux Enfers. Et puis il y a du chant, il y a du comique, il y a du chant romantique, il y a des duos. C'est vraiment une très bonne entrée en matière pour le spectacle vivant populaire. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a donné après, par la suite, l'idée aux Américains de faire Broadway. Et, en fait, les opérettes, c'est le futur Broadway. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis je me suis aussi mis en scène moi-même dans un seul en scène qui s'appelle Seul Alceste, qui est tiré du Misanthrope de Molière. Et j'avais décidé de faire tous les personnages, enfin en fait non, de jouer seul, et les personnages étaient dans ma tête enregistrés par des comédiens, mais c'était déclenché, donc c'était pas mécanique. L'idée, c'est Alceste est tellement misanthrope que ça y est, il est parti dans son désert et il vit avec ses personnages, il se revit l'histoire seul dans son coin. Donc j'ai fait plusieurs dates comme ça dans un petit théâtre au Guichet Montparnasse, où je suis retourné d'ailleurs avec sortie de scène. Donc voilà, donc j'ai touché un petit peu à différents pans du monde du spectacle. Je suis né dans un théâtre, j'ai fait des collecteurs lunaires, j'ai fait des décors, j'ai fait de la mise en scène, j'ai joué la comédie, j'ai chanté. Et puis là, je lance cette chaîne parce qu'en fait, j'ai aussi développé une boîte de production qui s'appelle Live Multicam, spécialisée dans le direct. Donc j'avais fait des courts-métrages, comme les metteurs en scène, réalisateurs qui veulent faire des courts-métrages, j'en ai fait quelques-uns. Mais assez rapidement, j'étais quand même très attiré par le spectacle vivant, ce qui se passe en direct. Et c'est pour ça que le montage en direct, pour moi, fait partie de la performance. Et j'ai donc développé ça. Après, j'ai fait des prestations professionnelles, où j'ai filmé des conférences,
J'ai filmé un peu de tout, des conférences avec... il y avait Michel Hazanavicius, parce qu'on travaille avec un festival, avec une autre boîte de production qui s'appelle Les Sélénites. On a une équipe de production avec des professionnels et on est monté jusqu'à 9 caméras. On a des caméras broadcast. Enfin là, vous les voyez pas parce que je suis filmé avec, mais on va vous montrer des images, c'est promis. J'ai une grue. Enfin, j'ai de quoi vraiment faire des captations de très bonne qualité, professionnelles, des captations de télé en fait. Mais maintenant, télé, c'est 2000, 2010. Maintenant, c'est des captations Internet, mais avec la qualité télé. D'ailleurs, on utilise des optiques télé. Donc, ça permet d'amener aussi, justement, sur Internet, une qualité télé, parce que tout n'est pas acheté dans la télévision. Il y a des choses très bien à la télévision, la technologie, il y a un savoir-faire, en fait, de télévision. Et en fait, Internet, c'est la télévision qu'on utilise sur Internet, donc ça en fait une autre utilisation, parce qu'on peut mettre pause quand on veut, le regarder quand on veut, et réagir en commentaire, mais c'est la télévision 2.0, c'est tout. Mais il y a une petite transition qui s'appelle sortie de scène. D'ailleurs, les Sélénites, c'est ceux qui habitent la Lune, donc c'est toujours, tout est assez connecté avec la Lune, si on regarde bien dans ma vie. Donc on avait organisé ça, là c'était plutôt d'un point de vue technique et ensuite réalisateur, mais l'idée voilà, c'est d'avoir pour revenir à sortie de scène, c'est un peu le trait d'union de toutes les actions que j'ai menées dans ma vie, sur scène, à côté de la scène, devant la caméra, derrière la caméra, tout ça sur une chaîne YouTube, sortie de scène. Et donc c'est pour ça que là maintenant je vais commencer à recevoir des gens pour parler, pour les découvrir et pour avoir un dialogue comme on fait. Enfin voilà, l'intérêt d'Internet, c'est qu'il n'y a pas besoin de se mettre de frein. On peut parler et échanger sur un sujet, débattre et parler chacun de nos parcours et de notre point de vue sur la vie. Et je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue d'acteurs, de chanteurs, de chanteuses et de metteurs en scène et de gens qui s'essayent à ce métier qui est très difficile. Pourquoi c'est très difficile ? Déjà parce que il faut trouver un modèle économique, ce qui est vraiment pas simple, mais ça fait partie des ingrédients. Cette difficulté, justement, oblige les créateurs à être inventifs. Mais il y a cette difficulté-là, puis ensuite, il y a la difficulté de maîtriser, évidemment, l'art rhétorique, l'art oratoire, l'art du chant, l'art de la musique, toutes ces compétences vivantes, très difficiles à maîtriser à un haut niveau. Tout ça ensemble pour faire rêver un spectateur dans la salle. C'est doublement difficile parce qu'on est en représentation, donc on est en danger. Et en plus, pour les chanteurs, on est en danger puisqu'on montre l'intérieur de sa voix, de son intimité. Donc, ce sont vraiment des métiers d'exposition avec tout ce que ça comporte de danger. Et je pense que les gens qui se mettent comme ça en scène ont forcément quelque chose d'intéressant à dire. Et donc voilà, je veux les interviewer, puis ensuite je remonterai évidemment des spectacles, comme je vous disais au début, des workshops en Angleterre pour construire de nouveaux collecteurs lunaires. Et donc on commence à organiser des projets comme ça en Europe, en Italie, en France et en Europe. Et puis il y a aussi des nouveaux spectacles qui vont naître, c'est sûr. Donc voilà, je vous donne rendez-vous cette année 2025, pour rencontrer encore plus de gens sur notre chaîne. On va continuer évidemment à aller dans les salles de spectacle comme on faisait, forcément, mais on va aussi avoir de plus en plus de podcasts, comme on en a fait quelques-uns, comme je vous disais, à Avignon et en début d'année. En fait, sortie de scène, ça donne l'opportunité aux producteurs de spectacles, les grands comme les petits, de montrer un peu l'intérieur de leur spectacle avec les artistes qui parlent de leur spectacle. Et puis ça permet au public d'avoir une vision assez large, de gens qui ne sont pas allés à l'opéra, de découvrir ce que c'est que l'opéra en ayant un interview justement de la personne de l'opéra. Mon grand-père avait un concept génial. C'était le dernier directeur d'opéra d'Europe en concession, engagé sur ses deniers. Il n'avait aucune subvention publique. Il était directeur de l'Opéra de Lyon dans les années 60. Et en 10 ans, il a monté 4 fois la tétralogie de Wagner, ce qui est l'opéra le plus difficile, les opéras les plus difficiles à monter, puisqu'il y a 120 personnes dans les chœurs, 90 dans la fosse.
Et il a réussi à faire ça parce qu'en fait, il avait une troupe de jeunes chanteurs. Il faisait des chansonniers le lundi et le mardi à l'Opéra de Lyon. Il y avait Bourvil qui venait faire du one-man show. Ensuite, il faisait chanter Bourvil, parce que Bourvil était un très bon chanteur, dans les opérettes qu'il faisait dans le milieu de la semaine, les Mousquetaires au couvent, les Offenbach, les Fifi, Phidias, enfin, toutes les opérettes de cette époque et d'avant. Et là, il faisait chanter Bourvil, les rôles comiques, et les jeunes chanteurs de sa troupe qui apprenaient leur métier apprenaient leur métier pour les deuxièmes rôles, mais ils étaient dans la troupe en train de faire ce métier, en fait. Et ensuite, à la fin de la semaine, là, il faisait Verdi, Mozart, Wagner, des opéras très coûteux, mais il équilibrait son budget en faisant venir Bourvil, il gagnait de l'argent. Bourvil était très bien payé, mais il gagnait de l'argent. Ensuite, Bourvil était payé une deuxième fois parce qu'il chantait dans les opérettes, les choses comme ça. Il faisait venir Mario del Monaco, tout ça. Et puis ensuite, dans les opéras, là, il faisait venir des stars. Il a lancé Régine Crespin, il a eu Elisabeth Schwarzkopf. Enfin, les aficionados d'opéra savent très bien, les gens de cette époque qui chantaient à Lyon. Et il équilibrait son budget parce que l'opéra, il perdait de l'argent, mais il gagnait avec Bourvil. Et les gens qui allaient voir Bourvil se mettaient à être intéressés à l'opéra comique parce qu'ils disaient « Ah bah tiens, mais Bourvil va chanter dans Fifi, j'ai envie de voir Bourvil chanter. » Puis là, ils découvraient la petite soprano. Et ensuite, la soprane qui était premier rôle dans l'opérette devenait second rôle dans Verdi. Et donc, il y avait une politique économique et une politique culturelle. Et ça tenait debout. Et puis il trouvait des mécènes. Et puis surtout, il faisait descendre le rideau de fer à l'entracte. Et il louait des espaces publicitaires pour la brasserie du coin. Enfin, tous les coups étaient permis pour que ça tienne debout. Mais il a fait fonctionner son théâtre pendant 10 ans. Enfin, son opéra pendant 10 ans. Donc je veux aussi parler de cette manière de faire qu'il avait. Paul Camerlot. Je vais d'ailleurs inviter prochainement mon oncle Alain, le frère de mon père. Mon père en parlait beaucoup. Bon, mon père est parti il y a 4 ans. Mais Alain a plein de souvenirs et plein de choses à dire sur son père. Moi, je ne l'ai pas connu, j'en ai évidemment beaucoup entendu parler. Et donc, je voudrais parler de tout ça parce que c'était une manière de présenter la culture totalement ouverte, où on faisait venir des humoristes à l'opéra, tout était mélangé, tout était accessible, et c'était riche, en fait, de variété. Et avec la qualité, il a fait aussi la création française de Wozzeck, par exemple, de Alban Berg, en France. Enfin, la création française, forcément en France. Mais il a fait cette création, ça n'avait pas été joué avant, en France. Donc, il était aussi à l'avant-garde. À l'avant-garde, aussi des spectacles plus populaires. En fait, il prenait les risques et en même temps, il y avait une réalité économique, il fallait que les gens se marrent. Donc quand les Mousquetaires au couvent, ça marchait, on reprenait le spectacle pendant 2 mois parce que ça remplissait les caisses. Mais il y avait tout ça qui tenait, il n'y avait pas de segmentation en fait, il n'y avait pas de division. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc voilà, je vais aussi faire ça. Je vais vous parler donc des gens que je connais bien, mon père, mon grand-père. Je vais vous parler aussi de mon parcours. Et puis ensuite, déjà ce que j'ai commencé à faire, je veux vous faire découvrir les autres acteurs de ce métier formidable. Mettez des commentaires de ce que vous trouvez pas bien, c'est comme ça qu'on évolue. Donc on se confronte au réel que peut être les chaînes YouTube qui sont pourtant sur le virtuel, mais les gens nous disent ce qu'ils aiment pas. Donc c'est comme ça qu'on s'améliore. Ensuite on voit les stats et puis voilà. Mais pour autant on veut pas tomber dans la facilité et on va continuer à s'intéresser à tous les types de spectacles. Je choisis pas un spectacle parce qu'il y a quelqu'un de connu et parce que je pense que ça va buzzer. Évidemment, s'il y en a un que je peux aller filmer et qu'il y a quelqu'un de connu, je vais pas ne pas le faire. Mais c'est pas mon objectif premier. Mon objectif, c'est de continuer à montrer tous les types de spectacles. Donc pour faire ça, on a besoin de vous. Il faut que vous vous abonniez. Donc je vous souhaite une bonne année 2025. Rendez-vous en 2025 pour découvrir des spectacles.